Sac passé, Captain Emmanuel de Captain Dev. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps, j'ai un peu disparu des écrans, je sais très bien. Mais parfois, voilà, il y a besoin de prendre un peu de recul, faire un peu autre chose. Et on va essayer de revenir tout doucement. Juste avant que je m'éclipse, j'avais promis une Dev FAQ. En fait, je suis en train de bouger mon casque parce que j'ai le retour dans les oreilles. Alors très rapidement, cette vidéo, elle est hyper longue. J'ai mis tous les chapitres dans la description YouTube. Ça te permet de sauter d'une question à l'autre et d'écouter la réponse qui t'intéresse. Bien sûr, je vais aussi publier ça sur mon podcast qui était un peu à l'arrêt. Donc je te mets tous les liens dans la description. Effectivement, mon podcast, je ne l'ai pas trop continué, mais là, il va pouvoir me servir pour ce truc-là. Je vais l'enlever. Donc ouais, j'avais promis une Dev FAQ. La Dev FAQ, c'était un concept simple qui existe assez souvent sur YouTube. Tu me poses une question, je prends le temps d'y répondre. Et chose promise, chose due, je vais lire tous les commentaires, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Forcément, il y en a quelques-unes qui ne peuvent pas rentrer dans un format comme ça. Des questions qui demanderaient bien plus de temps, voire des jours, voire des semaines. Donc voilà, il y a certaines questions, je suis vraiment désolé. Je vais pas pouvoir y répondre en détail, mais je vais essayer de donner un maximum d'infos en très peu de temps. Allez, on enchaîne. Je vais prendre les commentaires d'abord de la vidéo YouTube. On va les prendre dans l'ordre inverse, donc du plus ancien au plus récent. Et je vais répondre à tout ça. On commence avec le commentaire de Pierre qui est le deuxième commentaire. Mais Pierre, purée, t'as une chaîne web. Pose une question importante. Je sais qu'après, Pierre fait ça pour me soutenir. Merci du commentaire, Pierre, quand même. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions ou à mettre des commentaires qui apportent de la valeur. Le first, ce deuxième commentaire, mine de rien, c'est un peu dommage. C'est une occasion d'interagir qui est un peu mise à la poubelle. Donc, allez checker le taf de Pierre. Il a une chaîne sur le dev web aussi. Donc, allez jeter un œil sur ce qu'il fait. Question de Koba. Est-ce que ça va? Tu as l'air vachement fatigué. Est-ce que j'ai l'air si fatigué que ça? Écoute, il y a eu un petit moment dans cette année où c'est fatigant quoi d'être à fond sur les vidéos, à fond sur le boulot. Parfois t'as besoin de prendre du recul, de faire autre chose. J'en ai parlé dans une vidéo Code Fatigue. Et oui, il y a eu des moments comme tout être humain où t'as des coups de fatigue, t'as plus envie de faire ce que t'as à faire. Et c'est dans ces moments-là où il faut prendre un peu de recul pour mieux revenir. Donc est-ce que j'étais fatigué il y a un mois parce que le commentaire date d'un mois et que je suis un peu à la bourre? Oui. Est-ce que ça va mieux? Oui. Et est-ce que ça va? Oui. Ok, question de Coding Cable. Voilà ma question, Captain Dev. Pour un débutant autodidacte qui veut se lancer en freelance le plus rapidement possible, sans pour autant bâcler les choses, est-ce que WordPress est la meilleure option? Je précise qu'il s'agit de bien faire les choses en apprenant WordPress comme il se doit. WordPress te permet de faire énormément de choses. C'est trollé par beaucoup de gens parce que ça fait tout et n'importe quoi WordPress, mais WordPress bien maîtrisé, ça se vend et ça se vend très bien. Donc écoute, n'hésite pas à monter en compétence dessus si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. D'ailleurs, ce qui est intéressant sur cette question, c'est qu'il y a eu des réponses d'autres développeurs, j'imagine. Et je vous conseille d'aller regarder un peu ce qui s'y dit. Je pense que WordPress peut être intéressant, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a des basiques à travailler, des basiques à entretenir. Donc WordPress peut être un bon début parce que finalement, ça te permet de livrer quelque chose rapidement. Ça va dépendre encore une fois de ce que tu veux livrer au client. Si tu es sur des sites vitrines avec CMS ou des sites institutionnels avec CMS, tu as moyen de cartonner ça avec WordPress. Donc voilà, ne pas négliger l'outil, l'important c'est vraiment ce que tu finis par en faire. Et donc, oui, il y a un commentaire qui résume assez bien la situation, donc je vais mettre un petit like, et j'ai pas grand chose à rajouter. Plutôt bienveillant cette communauté. Question de Martial, bonsoir, j'ai créé une application avec Flutter, j'ai choisi de la vendre à prix unique. Je voudrais savoir comment faire pour créer une version gratuite, et dans cette version gratuite, je voudrais diriger les gens qui ont téléchargé la version complète. Écoute, Martial, je ne fais pas de Flutter. J'aimerais, mais j'ai pas vraiment eu le temps de m'y mettre. Je peux pas vraiment répondre à cette question, en fait. C'est une question qui demanderait plus que
Oula, c'est une question qui demanderait plus qu'une seule vidéo YouTube. Donc, créer une version gratuite, en fait, c'est... j'aurais fait l'inverse. Plutôt que de faire une appli payante, j'aurais fait une appli gratuite avec des options payantes. Voilà. Si tu regardes un peu comment fonctionne la monétisation dans les applications, souvent tu vas avoir ce qu'on appelle du freemium. Donc, tu peux utiliser une partie de ton application avec des fonctionnalités gratuites à vie. Et après ça, tu peux débloquer des fonctionnalités qui sont, elles, payantes. Donc j'aurais plutôt fait dans ce sens-là, plutôt que de faire du payant vers le gratuit, si j'ai bien compris. Ok, en relisant, je me rends compte que j'ai peut-être pas exactement bien compris la question, mais globalement, renseigne-toi sur le freemium. Donc ça te permet de rajouter des fonctionnalités payantes. C'est plus comme ça qu'il faut le voir sur une application. Question de Jigen. Hello, s'il te plaît, je voudrais savoir si en 2021 il est plus préférable en termes d'employabilité et de salaire de se spécialiser à fond dans un écosystème, JavaScript notamment, ou de toucher un peu à tout JS, PHP, Java, mais sans se spécialiser. Aussi, est-ce que ça vaut d'apprendre pour le coup PHP et ses frameworks pour le long terme? J'ai un profil très junior. Je voudrais commencer ma carrière par un langage qui en vaudra plus. Pardon, je ne voudrais pas commencer ma carrière avec un langage qui ne vaudra plus rien dans 5 ans et finir mal payé. Merci d'avance, merci d'avance et continue comme ça, j'adore ta chaîne, c'est vraiment une source d'inspiration. Merci Jigen, j'espère que ça se prononce comme ça. Les langages comme ça, qui sont des gros langages du marché comme JS, PHP, Java, ne sont pas prêts de disparaître. Mais vraiment, vraiment pas prêts de disparaître. Donc j'ai envie de dire que la question est vite répondue. Prends dans les 3 que tu as cités celui qui t'intéresse le plus, avec lequel tu es le plus à l'aise, avec lequel tu es le plus productif, et fonce dedans. Moi, je te déconseille fortement de te spécialiser. Je te déconseille fortement d'être un généraliste, surtout quand tu es junior. Il faut avoir un positionnement identifié. Si devant un recruteur, tu as été un junior, mais que tu fais un peu de tout, on va comprendre que tu fais un peu de rien. Alors que si tu es junior et que tu fais qu'un seul truc, et ben là on va se dire ok, peut-être qu'il a creusé assez pour le faire bien. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Encore une fois, ça reste mon avis par rapport à mes expériences passées. Ça veut pas dire que j'ai raison, il n'y a pas de vérité absolue. Donc c'est aussi à toi d'avoir ce recul. Moi, ce que j'aurais fait à ta place, c'est que je me serais spécialisé dans un seul langage, une seule plateforme. Et là, tu peux commencer à exceller, et puis après, plus tard, si tu as envie, ajouter des compétences à ton arc. Alors, question de Roland. Hello, je connais assez bien le HTML, JavaScript, CSS et React.js. J'ai codé pas mal de projets. Que me faut-il de plus pour être prêt à avoir un boulot en qualité de front-end développeur? Question intéressante. Question assez intéressante. C'est vrai qu'il y a pas mal de contenu autour de ça et il y a toujours la question, on se pose toujours la question, à quel moment je suis opérationnel, à quel moment je suis prêt. Un bon indicateur pour moi, c'est de te balader, et ça je le dis et je le redis. Un très bon indicateur pour moi, c'est de te balader sur les offres d'emploi et de voir qu'est-ce qui est demandé pour des CV de développeurs freelance. De développeurs front-end, pardon, je perds un peu mes mots. Je vais aller sur Indeed voir. On va voir, est-ce que je fais une petite recherche, développeur Angular, React, nanani. Donc toi, par exemple, tu nous as dit que tu étais sur du React. Donc là, je prends une offre React.js. Ok. Alors, écoute, tu vois là, j'ai quelques petites infos qui vont m'aider. Bon, c'est pas la meilleure offre d'emploi. C'est pour ça que pour cette démarche-là, il faut parcourir quelques offres. Il faut en parcourir une petite dizaine. Mais là, on te demande de connaître JavaScript. On te demande de connaître React. Pourquoi pas? Vous connaissez le web. Connaître le web, c'est assez large, mais on te donne une petite idée. Donc, HTTP, DNS, finalement, on te demande de connaître les bases et d'avoir une culture autour du web. Donc, comment fonctionne une requête, comment fonctionne le modèle client-serveur, qu'est-ce qu'un DNS et compagnie. Tout ça, c'est de la culture tech qui va t'aider pour ton boulot. On te demande d'avoir les bases de Git. Donc, clairement, écoute,
il n'y a pas énormément de prérequis pour ce poste. Tu vois, là, c'est plutôt un peu une offre d'emploi qui a été, pour moi du moins, j'imagine, écrit un peu à la va-vite. On va se balader encore. Alors, la Fnac. Là, tu vois, on n'est pas vraiment que sur un poste de développeur front-end parce qu'il demande par exemple des hard skills, il demande de l'ASP.NET. Donc celle-là, on va passer. Ouh, là, on a un poste chez MangoPay. MangoPay, j'ai déjà entendu ce nom. Je crois que je connais des gens qui bossent dedans. Je suis pas sûr, mais bon, bref, là n'est pas la question. Là, ce que j'aime bien, c'est que déjà, on te décrit pas mal le poste. Il y a déjà plus de contenu, tu vois. Et on te donne déjà la liste des technologies à utiliser. Donc ça veut dire que dans toutes celles-là, il faut s'y mettre, il faut les connaître. C'est-à-dire que si tu postules, bon là on n'est pas sur une offre React, mais on te demande Vue.js, ECMAScript 6, PostCSS, Tailwind, Webpack, Gulp. Tout bêtement, hein, tu peux déjà commencer à te former sur ces technos-là. Donc un truc auquel j'aurais pas pensé, les préprocesseurs comme SAS par exemple, qui te permettent de factoriser pas mal de code CSS. Ça peut être utile. Pareil, dans les mots-clés, en fait, je suis débile parce que mon écran est en 4K, donc là, j'imagine que depuis tout à l'heure, vous devez rien voir, je ferai un petit zoom au montage. Là, par exemple, tu vois que, tu as le process de recrutement, ça c'est cool, tu as une expérience en environnement agile. Tout ce qui est agilité, quand tu fais du dev, c'est hyper important. Ça fait partie des méthodes les plus utilisées en ce moment, donc c'est important de les connaître. Donc voilà, déjà là, en se baladant sur des petites offres, tu peux voir le type de techno utilisé, tu peux voir les méthodes de travail utilisées, et tout ça, c'est des indices qui te permettent après de savoir si oui ou non tu es prêt. Et encore une fois, le seul vrai indicateur qui te ferait dire que tu es prêt ou pas, c'est de commencer à postuler et de passer des entretiens. C'est le meilleur moyen de savoir si tu es prêt. Ça te permet vraiment directement de crash tester ton CV, ton profil sur le marché. Et c'est le moyen, finalement, le plus efficace de savoir si tu es prêt. Peut-être que moi je vais te dire, non, t'es pas prêt, et qu'en fait quelqu'un va vouloir te donner ta chance à ce niveau-là, j'en sais rien. Je sais que c'est pas facile en ce moment pour les juniors, mais finalement, voilà. Tu te bases, le baromètre des offres d'emploi est un très bon indicateur. Et pour le coup, quand je vois une offre comme ça, l'offre de MangoPay, la liste des technos qu'ils demandent, elle est pas déconnante. Ils sont pas en train de chercher le mouton à 17 pattes. Là, on te parle que de techno-front qui vont te servir et qui servent pour un job de front classique. Donc classique entre guillemets, c'est pas pour dénigrer l'offre, loin de là, mais c'est que du front. Ils sont pas en train de te demander d'être un expert back-end en plus de ça. Donc une offre comme ça te donne 100 fois plus d'infos que ce que je pourrais en fait imaginer ou inventer. Parce que ça, c'est une offre qui est au plus proche du marché. Et en plus, tu as une réponse de JapanFigs qui te donne pas mal de pistes de travail. Il parle notamment de Flexbox qui est hyper important, de responsive, animation transition. Tout ça, il faut travailler un peu dessus. Ok, on continue avec taille des SHU. Quelles sont les différences? Pardon, je suis un peu fatigué, je crois, finalement. Quels sont les différents parcours pour devenir développeur? Et quelles sont les options au lycée pour devenir développeur? Combien y a-t-il de types? Comment se nomme-t-elle dans les différents types de travail? Dans les différents types de développement, travaille-t-on toujours en groupe, pardon. Il y a plein de formations qui existent. J'ai fait justement une vidéo sur les diplômes. Je pense que je te mettrai un lien vers la vidéo parce que finalement là ça va revenir à dire ce que j'ai dit en 15 minutes alors qu'il y avait du montage, de la recherche derrière. Il y a énormément de formations. Moi pour ma part j'ai fait un BTS informatique de gestion qui s'est transformé après en BTS SEO. Tu peux y arriver de différents horizons. Maintenant, il y a des formations. Attention, là, je parle vraiment de développeur web. Je te parle pas de développeur de jeux vidéo, ni d'embarqué. C'est pas des domaines que je connais, donc je vais pas m'exprimer dessus.
Je te dis juste que pour le web, c'est accessible et j'ai l'impression que c'est un peu plus accessible. Donc là, je te renvoie vers ma vidéo sur les diplômes. Est-ce que tu peux écrire ta phrase d'intro? Elle est difficile à comprendre. Oui, c'est un petit clin d'œil à mes origines. Donc c'est du créole, c'est sac passé les captaines. S-A-K-P-A-S-E. Et en fait, si vous faites gaffe, j'ai l'impression que personne la lit. Elle est écrite dans la description de toutes mes vidéos depuis le début de la chaîne. Donc voilà. Sinon, tes vidéos m'aident beaucoup. Bah écoute, merci. Et ouais, va jeter un œil à la vidéo sur les diplômes et surtout, jette un œil aux commentaires parce qu'il y a plein de gens qui ont donné leur parcours et ça peut te donner une idée de tous les parcours possibles. Il y a autant de parcours que de personnes. Donc faut pas se formaliser en se disant purée, si j'ai pas telle école, c'est fini, j'y arriverai jamais. Aujourd'hui, le marché est tel que si tu sais te développer, si tu as les bonnes compétences et un petit peu d'expérience, c'est très très facile. Pour les juniors, c'est plus compliqué, mais il y a aussi énormément de juniors qui sont mal accompagnés. Je suis désolé, ça, au bout d'un moment, il faut le dire. On continue avec la question de Dan. J'imagine que ça se prononce Dan. Bonjour Captain, face au syndrome de l'imposteur, quels conseils, astuces pourrais-tu nous donner pour être capable d'évaluer notre propre niveau à un instant T? Ça c'est une question que je trouve hyper pertinente. Moi, je vais te parler un peu de mon expérience perso, encore une fois, hein, je vais pas, c'est pas une vérité absolue. Moi, je considère que le syndrome de l'imposteur, on peut le subir toute sa carrière, en fait. Parce que tu vas évoluer, parce que la première fois que tu seras lead développeur, tu vas te dire, est-ce que j'ai les épaules pour? La première fois que tu géreras un projet, tu te demanderas, est-ce que j'ai les épaules pour? La première fois que tu deviendras freelance, tu te demanderas, est-ce que mon client est satisfait? Il y a pas vraiment de règles vis-à-vis de ça. Euh, Moi, j'ai envie de me dire, et je préfère me dire que qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas? Dans le pire des cas, ton client, ton patron, ton chef, il est pas content, il va t'en parler. Il va t'en parler et en fait, souvent on a peur de mal faire, faut pas avoir peur de ça en fait. Quand tu débutes, bah voilà, t'es junior, tu vas pas t'inventer une expérience de développeur senior. La pire chose que tu puisses faire, c'est de gonfler ton CV et de mettre de trucs que t'es pas capable de faire ou que t'as jamais fait en fait. Ça pour moi c'est la pire erreur. Donc le syndrome de l'imposteur pour moi c'est il faut prendre du recul et se rendre compte du niveau qu'on a et qui est un niveau à instant T et il faut pas espérer avoir plus en fait. Tu peux avoir plus en travaillant plus, ça c'est sûr, en enchaînant d'autres expériences, mais il faut pas avoir honte de ton niveau. Et crois-moi, quand ça va pas, en général, on vient t'en parler. Donc si demain t'as quelqu'un, un de tes chefs ou un de tes supérieurs qui vient te dire que telle chose ne va pas, ou que t'as mal fait telle chose, et ben là, prends-le comme un feedback. C'est en faisant des erreurs finalement qu'on va apprendre, donc il faut pas avoir peur de se planter. Faut vraiment pas avoir peur. Quand j'ai démarré, ça m'est arrivé de planter la production en faisant des boulettes. Et ça arrive à tout le monde. Euh, il faut pas en avoir peur, voilà. Mais par contre, en tant que dev et en tant que professionnel ou en tant que personne qui veut évoluer, il faut pas faire deux fois bêtement la même erreur. C'est plus ça qu'il faut retenir. C'est que t'as pas à avoir peur de ton niveau, donc finalement le syndrome de l'imposteur est vachement irrationnel. S'il y a quelque chose qui va pas, on va te faire un feedback, on va te le dire. Et c'est à ce moment-là où tu pourras mettre en place les actions pour t'améliorer ou combler les lacunes si besoin. Et il faut accepter de faire des erreurs. Quand tu apprends à marcher, en fait, tu peux pas essayer d'apprendre à marcher sans accepter de tomber. C'est un peu philosophique ce que je dis, hein, c'est un peu méta, mais quelque part c'est vrai. Et ce syndrome de l'imposteur là, il y en a qui le vivent comme quelque chose qui bloque. Moi, c'est quelque chose qui me stimule. C'est quelque chose qui me pousse à me surpasser. Donc il faut vraiment le voir comme un facteur de motivation plutôt que comme un frein à ta réussite en fait. Voilà, c'est un peu ouais, c'est un peu philosophique on va dire, mais il faut pas en avoir peur, il faut juste accepter son niveau et savoir où tu vas et avancer, c'est tout. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. J'ai plus de 10 ans d'expérience, ok, bon ça c'est cool, c'est voilà, ça fait longtemps que j'exerce le métier.
Quand j'ai commencé YouTube, je me sentais pas légitime. Et aujourd'hui, je me sens pas plus légitime. C'est juste que je prends la parole. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, c'est pas grave. Tu vois. Qu'est-ce qui va se passer au pire? Dans le pire des cas, il va rien se passer. Dans le pire des cas, on va me dire t'es nul. Ouais, ça me fait de la peine si t'as que ça à faire depuis ton canapé à cracher sur les gens, mais tu vois, et ça on oublie souvent que oui, ok, tu peux te faire virer d'une mission, ça peut arriver. Est-ce que c'est un drame dans notre secteur? Pas vraiment. Alors si tu te fais virer de toutes les missions, il faut te remettre en question. C'est peut-être il y a des trucs que t'as pas intégrés, il y a peut-être des trucs qu'on t'a dit que tu faisais mal et que tu veux pas changer. Mais faut vraiment pas en avoir peur, il faut s'en servir comme une source de motivation plutôt qu'une peur. Question suivante, Sherkan le tigre. Oh là là, il y a des références Disney là cachées. Salut capitaine, voici ma question. Est-il préférable de passer par une école pour devenir développeur ou un BTS SEO suffit-il? Il n'y a pas vraiment de réponse, les deux sont valables. Tu peux passer par une école plus ou moins accélérée, c'est un peu le bazar au niveau des cursus. Maintenant, il faut savoir que les cursus les plus courts ont du mal à intégrer le marché parce que c'est pas forcément ce que le marché veut. Si tu veux, en fait, on s'est retrouvé dans un marché où il y a besoin de beaucoup de développeurs. Donc il y a plein de gens qui se sont dit, on a besoin de développeurs, on va créer des formations qui forment des développeurs plus rapidement. Il y en a certains qui le font bien, d'autres qui le font mal. Comme un peu partout, hein, dans n'importe quel métier, dans l'information, et entre guillemets dans la formation de dev, il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Donc on se retrouve avec plein de gens qui à la base n'étaient pas plus intéressés que ça par ce métier, qui le voient aussi pour certains, même si ça reste une minorité, comme un moyen de faire de l'argent rapidement, qui se retrouvent un peu en galère. Donc moi je dirais, c'est plus à toi, comment tu te sens, à quel point tu te sens autonome. Il n'y a pas de préférence à avoir, c'est combien de temps tu as aussi envie de passer à l'école avant de commencer à bosser. Moi j'ai un BTS IG, informatique de gestion, qui est l'ancien nom du SEO, et j'ai plein de camarades de BTS qui sont partis bosser direct à l'époque, et même aujourd'hui c'est encore faisable. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur les diplômes, n'hésite pas à jeter un œil. Mais le choix il t'appartient. Après, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, n'hésite pas à aller recontacter des anciens des écoles. Sur LinkedIn, tu le trouves très facilement. Et ça te permet d'avoir aussi le feedback de leur formation. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils se sont sentis accompagnés? Est-ce qu'ils ont été largués dans la nature comme ça? Est-ce que les profs étaient compétents? Tout ça, c'est des infos qu'il faut aller grappiller avant de choisir ta formation, ton école ou même ton diplôme, le diplôme que tu veux passer. Donc il y a des écoles qui ont bonne réputation, c'est plutôt bon signe. Il y en a qui ont peut-être moins bonne réputation, c'est peut-être mauvais signe. Tout ça, c'est une phase de recherche. Aujourd'hui, on a les outils pour. On peut utiliser LinkedIn, on peut utiliser des groupes Facebook. Tu peux utiliser Internet au global pour trouver toutes ces infos. Question suivante de Cédric Dollars. Salut Emmanuel, j'espère que tout se passe bien de ton côté entre le boulot et tes projets. Bah écoute, merci. Alors j'entends souvent certains youtubeurs dire que l'une des compétences les plus importantes pour un dev, c'est d'être capable de rapidement monter en compétence sur une stack qui lui paraît étrangère. Du coup, je souhaiterais savoir comment rapidement s'adapter à une stack pour être rapidement opérationnel sur un projet d'envergure. Question intéressante parce qu'elle est hyper pratique. C'est quelque chose qui va t'arriver souvent et encore plus souvent si tu rêves d'être freelance, puisque j'ai l'impression qu'il y a un gros mythe autour du freelance et d'ailleurs je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, le freelance, je ferai une petite aparté après avoir répondu à cette question. J'ai pas spécialement de secret pour monter en compétence sur une stack rapidement parce que il y a autant de stacks que de projets finalement. Le seul truc que j'aimerais que tu retiennes, Cédric, c'est vraiment le pair programming. Pour moi, il n'y a pas mieux pour monter en compétence. Et d'expérience, même jusqu'à très récemment, c'est hyper utile pour comprendre comment l'architecture du projet a été pensée, c'est hyper utile pour comprendre comment le projet a été architecturé, comment se déroule le flow de développement pour une fonctionnalité en entier, en touchant à toutes les parties de la stack, comment on la déploie. Donc ouais, s'il y avait un truc à retenir,
pour moi, c'est pair programming. C'est-à-dire que tu dev avec un de tes collègues. Alors, c'est toujours possible d'en faire, même si on est quasiment tous à distance. Il y a des outils comme WebStorm Live Code, et je crois qu'il y a l'équivalent sous Visual Studio, qui te permettent en fait de faire une sorte de Google Docs, mais avec ton IDE. Et ça, c'est juste génial parce que ça te permet de bosser avec un collègue. Donc voilà, si j'avais un seul terme à te faire retenir par rapport à ta question, qui est très pertinente d'ailleurs, c'est le pair programming. Pour moi, ça, c'est la clé. Ouais, la petite aparté sur le freelancing, c'est que c'est... alors tout le monde en rêve, mais il n'y a pas que des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas que des avantages, pardon. Il y a des trucs assez tripants, notamment le premier virement qui tombe sur ton compte, sur le compte de ta boîte du coup, qui peut être assez exorbitant, mais il faut se rendre compte que dedans, il y a tes charges, t'as pas de congés payés, t'as pas de couverture de mutuelle par exemple, t'as pas tes chèques vacances si t'en as, t'as pas ton remboursement Navigo, t'as pas ton temps de prospection. Donc voilà, j'ai l'impression que ça fait rêver, et surtout pour la possibilité de faire plus d'argent. Mais attention, un freelance qui gère mal ses finances, qui gère mal sa boîte, peut faire beaucoup moins d'argent qu'un CDI qui aura trouvé un bon poste. Et tu auras aussi beaucoup moins de tranquillité. Là, tu vois, par exemple, on est dans la période des bilans. Moi, j'attends que mon comptable termine mon bilan comptable de l'année dernière. Il y a plein de paperasse à faire et c'est soit tu délègues mais ça te coûte de l'argent. Donc si t'es pas capable de déléguer, tu vas aussi avoir quelques soucis. Parce que quand l'État vient récupérer de l'argent, tu lui dois, tu t'en doutes bien qu'ils vont pas prendre de pincettes. Donc voilà, moi si je devais terminer cet aparté vis-à-vis du freelance, aujourd'hui je suis freelance parce que je vais potentiellement pouvoir faire une pause de quelques mois avant de rebosser. Et cette pause, c'est pas que pour prendre des vacances, ça va être surtout pour continuer mes vidéos, continuer mes formations, donc continuer mes projets. Si demain j'ai plus de projets, j'ai plus de projets comme j'ai en ce moment en parallèle, le freelance serait pas forcément la meilleure solution pour moi. Allez, on enchaîne avec la question de Greg. Salut Captain, heureux de te revoir et félicitations pour ce que tu fais. Merci. Voici ma question. Je suis curieux de connaître quel process utilises-tu du code au déploiement en fonction de tes projets front. Git branch, test, merge main, GitHub, Netlify, merci. Pour ce qui est de Git, moi, de base, sur mes projets perso, j'utilise du Gitflow. Gitflow, c'est un process qui est assez classique, qui est assez basique, et qui est pas mal documenté et même outillé. Donc si tu fais Gitflow, bam, tu vas tomber sur cette jolie page. Je vais grossir un peu. Qui t'explique un peu comment fonctionne Gitflow. C'est pas un truc qui est obligatoire, mais voilà, ça te permet d'avoir une nomenclature pour tes branches qui te permet vraiment de gérer un projet. Donc ça, c'est pour la partie Git. Pour ce qui est de mon code, bien sûr, c'est sous GitHub. Alors, il y a un truc que j'ai pas trop utilisé, mais qui est assez pertinent, c'est GitHub Actions. Ça te permet en fait d'avoir une sorte de pipeline de CI, de Continuous Improvement, ou de Continuous Integration, et ça te permet de builder aussi tes applis. Donc ça peut être un truc intéressant, parce que en fait, ça te permet d'avoir un flow de compilation de ton projet et de déploiement. Tu vas voir l'équivalent, par exemple, si tu es chez Heroku. Hop. D'ailleurs, Heroku, même si les prix sont plus ou moins intéressants selon la taille de ton projet, hein, je dis pas le contraire. Ce qui est intéressant avec Heroku, c'est que ça te mâche pas mal de taf et ça te permet d'éviter de te prendre la tête sur un pipeline. Donc voilà, continuous delivery, continuous intégration. Sur Heroku, tu peux facilement mettre en place des environnements. Et pour les solo devs, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc pour répondre à ta question rapidement, retiens Gitflow, qui peut être un bon début pour une stratégie de branche.
Et après ça, tu peux faire des déploiements. Si tu utilises Netlify, en fait, à chaque commit sur une branche, tu peux déclencher un déploiement de ton front-end, par exemple, ou tu peux utiliser GitHub Action, ou tu peux utiliser du Heroku pour te créer un petit pipeline. Et ce qui est hyper important quand tu développes un projet, pour moi, c'est de déployer régulièrement. Plus tu déploies régulièrement des petits morceaux, plus ça va être facile de trouver les problèmes quand il y en a. Et en plus de ça, si tu as des tests automatisés, ça te permet de prendre moins de risques. Allez, on continue avec la question de Slayman. Salut, si tu as 18 ans... Ou pardon, j'arrive même plus à lire. Salut, si à 18 ans on fait un bootcamp et qu'on ressort de celui-ci 3-4 mois après, peut-on directement commencer à travailler en freelance? Bah non. Peut-être, mais non. Je vais m'expliquer. 3 à 4 mois, c'est très très court pour apprendre tout ça. Donc, ça dépend de la définition que tu as de freelance. Si pour toi, freelance, c'est aller démarcher toutes les boutiques de ta rue et de leur dire je vous fais un site vitrine pour 500 balles, alors oui, tu peux peut-être, oui. Au bout de 4 mois, oui, largement. Si pour toi, freelance, c'est avoir un job dans une start-up assez pointu de niveau technique, un job de développeur front par exemple, je te dirais que non. Tu vois, il y a des proportions. Donc la réponse globale serait non. Il y aura peut-être un infime pourcentage de ces personnes qui font des formations en 3-4 mois qui seraient capables de bosser en freelance. Mais il ne faut pas oublier que le freelance, ça demande à la fois des compétences techniques et des compétences autres, comme de la communication, comme savoir gérer ses finances. Et ça, il y a plein de gens qui le savent pas. Donc voilà, ça dépend de ce que tu appelles freelance. Ça, c'est plus à toi de voir. Mais globalement, ce serait non, il faudra plus de temps et plus d'expérience surtout. Question de Rabus. Salut, j'aurais une question. Quelles études faut faire pour être développeur? Je te renvoie vers ma vidéo. D'ailleurs, je mettrai le lien de ma vidéo sur les diplômes parce que j'ai vu qu'elle revenait souvent à ceux qui l'ont demandé en commentaire. Question de Johan. Conseilles-tu de rester sur les mêmes technos quelques années pour être vraiment expert et mieux se vendre ou est-ce bien de switch souvent de techno? Exemple, je suis sur React, on me propose de l'Angular Java. Ailleurs, est-ce une erreur? Pour moi, oui, c'est une erreur. Parce que je suis pas persuadé qu'un CV généraliste, surtout sur des outils qui font la même chose, soit pertinent. Je m'explique. Globalement, Angular et React, c'est deux projets. Je dis projet parce qu'il y aura toujours un mec pour chipoter et me dire que React c'est une librairie et que Angular c'est un framework, si tu veux. Mais quand tu fais du React, de toute façon, tu l'agrémentes et au final, tu arrives à un truc qui fait la même chose. Donc les deux outils font la même chose. Donc je vois pas l'intérêt de maîtriser les deux, à moins d'être sur une mission où tu as deux projets dont l'un est en React, l'autre est en Angular. Donc je vois pas l'intérêt. Et il faut pas forcément se dire que parce qu'on te le propose, tu dois le prendre. Si demain je te propose une barre au chocolat et que t'aimes pas le chocolat, tu la prends pas. Donc il faut quand même se rendre compte qu'on a le choix. Et ça c'est plutôt génial. Et pour moi, je te dirais plus, va vers ce que t'aimes faire en fait. Donc si tu préfères faire du React, n'accepte pas une mission Angular. Et si c'est parce que t'es en SS2I et que t'as pas trop le choix, écoute, change de boîte, c'est tout simple. Tu vois, Et cette sensibilité-là, les non-devs l'ont pas forcément. Et c'est vrai que c'est assez structurant parce que si là demain t'acceptes une mission Java Angular, que tu t'y retrouves pendant 2 ans, qu'en fait tu voulais faire que du full et React, tu vas te retrouver un peu dégoûté quoi. Donc pour moi oui c'est une erreur d'accepter sur les technos que tu n'as pas envie de faire. Bien sûr après il faut être réaliste. Si t'as pas envie de faire de JS mais que tu veux être front, ça va être compliqué, hein. Voilà, toute proportion gardée, hein, restons cohérents. Mais moi, par exemple, si on me propose une mission Angular, je n'irai pas, parce que je préfère faire du React. Et je suis pas en train de dire que Angular est nul, j'en ai fait pas mal d'ailleurs. C'est juste que voilà, il y a des goûts, et les goûts, les couleurs, ça se discute pas vraiment. Et je suis pas en train de donner des arguments techniques ou de performance qui pourraient être valables dans un cas ou dans l'autre. Je suis juste en train de dire, j'ai plus envie de développer en Angular, donc je ne le ferai pas, point barre.
Allez, on continue avec Valcheprod. Un avis sur Bootstrap. Faut-il le bannir de tout projet ayant un peu d'ambition de design? Je vois sous quel fond arrive cette question. Euh, Bootstrap. Moi, je trouve ça un peu lourd. D'ailleurs, c'est drôle, c'est drôle parce que en répondant à cette question-là, alors je sais pas si vous voyez bien, je ferai un petit zoom, là je vais mettre un petit marqueur. Euh, j'ai la vidéo de Benjamin Code décide que les utilisateurs Bootstrap ne pourront jamais trois petits points. Donc là, je me sens surveillé par Benjamin. D'ailleurs, Benjamin, si tu tombes sur ce moment de la vidéo, gros bonjour. Je me sens surveillé. Alors Bootstrap, moi je trouve ça un peu lourd parce que ça arrive avec énormément de dépendances et c'était hyper pertinent il y a quelques années. Maintenant, je trouve un peu moins pertinent parce qu'on a des outils comme Flexbox et CSS Grid qui te permettent de faire pas mal de choses que Bootstrap facilitait à l'époque. C'est là où j'en suis resté. Donc, faut-il le bannir de tout projet ayant un peu d'ambition de design? J'aurais envie de te dire peut-être. Je pense que si tu as une bonne équipe de designers, si tu as une bonne équipe de développeurs front, bah peut-être que, et que tu as un peu de temps et de budget, peut-être que partir from scratch avec le strict nécessaire, ça te permettra d'éviter de charger beaucoup de code pour finalement si peu. Et je dis si peu parce que maintenant, avec les outils qu'on a pour faire du responsive, dans les standards HTML et CSS, c'est vachement plus simple. Mais pour autant, ça a quand même permis à pas mal de projets de ressembler un minimum à quelque chose d'utilisable parce que ben, tu peux facilement refaire des composants. Et moi, je pense que peut-être que Bootstrap doit se réinventer. Qui sait? On ne sait pas, hein. Peut-être que Bootstrap doit se réinventer, mais que ça a quand même eu un gros impact sur le web en général. Donc, pour trancher, je dirais ouais, on peut le bannir. Aujourd'hui, honnêtement, on peut le bannir. On peut faire des trucs de ouf avec les standards HTML et CSS. On peut bosser sur des design systems et quand tu démarres sur un design system, ce serait dommage de le baser sur Bootstrap avec les outils qu'on a aujourd'hui. Donc oui, mais pour autant, tout n'est pas à mettre à la poubelle et si tu as envie de faire un projet, je sais pas moi, de back-office par exemple, où t'as pas un gros besoin design, que tu as peu de développeurs, bah, ça peut être intéressant d'avoir un truc comme Bootstrap. Alors maintenant, depuis, il en existe des dizaines de projets dans le genre qui te permettent d'avoir une suite de composants. Donc je pense que Bootstrap, ouais, c'est un peu... tu peux un peu t'en débarrasser. Bien sûr, c'est pas une réponse absolue, hein. Après, ça reste pertinent dans certains cas, mais je pense que juste utiliser Flexbox et CSS Grid, t'as déjà des trucs de dingue que tu peux faire avec. Et après, tu as des projets aussi intéressants où tu vas faire des design systems avec du storybook par exemple. Et finalement, c'est un peu des bootstrap maison, hein. Ils ont ouvert la voie à des trucs sympas bootstrap. Faut redonner à César ce qui appartient peut-être pas à César. On continue avec la question de Loïc. As-tu déjà utilisé les plateformes de freelancing? Si oui, lesquelles? Quelle est ton expérience? Bah Loïc, j'ai fait une vidéo sur Comet. J'ai fait une vidéo sur ça. Très bonne expérience Comet parce que il y a pas mal de choses automatisées, il y a une grosse utilisation de Slack. Donc pour moi, ça s'est très bien passé. C'est intéressant parce qu'en fait, tu as toute une partie recherche qui t'est vachement mâchée. T'as plus qu'à mettre tes codes. Pardon, plus qu'à mettre des tags sur les technos que tu as utilisés. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, Comet, très bon retour. Je sais pas où ça en est maintenant, s'ils ont repris, parce que je sais qu'avec le confinement, le tout premier confinement, ils avaient un peu ralenti l'activité. Donc très bon retour. Ce qui est génial, c'est d'être payé à l'heure, sans avoir peur de pas être payé. Ça, c'est juste, mais ça s'appelle l'affacturage. Donc Comet, finalement, va facturer ton client et te paiera quoi qu'il arrive à l'heure. Si ton client paye pas, Comet te paye quand même. Et après, il se retourne vers ton client. Et ça, c'est juste, mais c'est un confort en termes de prise de tête, de paperasse et de peur de pas être payé, c'est juste le pied, quoi.
Moyennant commission, forcément, hein, tout a un coût dans la vie. Donc, de souvenir, je crois que c'est 15% qui rajoutent par-dessus ton TJM. Donc, pour le client final, ça fait quand même une somme supplémentaire à verser. Tu peux aussi, si tu as trouvé un client que tu n'es pas trop sûr que c'est ta première mission, bah, l'amener chez Comet et profiter de toute la plateforme et de la facturage. Donc vraiment, quand tu démarres, c'est hyper cool parce que tu te dis, ok, en moyenne à J plus 7, je crois, ou 15, je sais plus. Bref, dans les premières semaines, après ta facture, t'es payé en fait. Donc rien que pour ça, c'est génial. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans une SS2I classique, parce que finalement, être en freelance sur une plateforme, ça revient à être quasiment SS2I, hein. C'est juste que le commercial va un peu moins te forcer la main. Mais globalement, tu vas atterrir sur les mêmes missions, faut pas se leurrer. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que la partie on te propose une mission est automatisée. Donc t'as pas le côté humain d'un gars qui veut absolument te placer, parce que bah, les commerciaux SS2I, c'est leur job. Mais ils ont peut-être pas la sensibilité qu'on a nous vis-à-vis des technos, vis-à-vis des projets, et vis-à-vis du fait que, on va pas se mentir, on a tellement d'opportunités que parfois on fait les fines bouches. Donc tout ça, c'est vraiment par Slack. Parfois, tu as un bot qui te dit j'ai telle mission à te proposer. Tu cliques sur un bouton oui ou non, ça m'intéresse ou pas en fait. Et ça, c'est juste. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, eux l'ont fait. Donc moi, ça s'est très bien passé. J'ai pas de mal à en parler. Donc voilà. Moi, ça a été Comet. Il y a d'autres plateformes, je les ai pas toutes testées. Euh, la partie, par exemple, Malte, qui est assez connue, moi, je suis pas fan d'avoir vraiment le supermarché où tu vois tous les tarifs, où tu sais même pas, en fait, t'as pas vraiment de, de bons critères, je trouve, pour évaluer un profil. Ah oui, très important que Comet fait et que j'ai pas vu ça chez tout le monde. Alors peut-être que les autres le font depuis, hein, ça fait 1 an que j'y suis pas allé sur Comet. C'est que bah, t'as un test technique. En fait, t'as pas un test technique, t'as un entretien avec un tech, avec un dev du coup, plutôt senior, pour évaluer si déjà t'étais un vrai profil ou pas en fait. Et ça c'est hyper important pour les clients finaux parce que bah on prend pas le charlot du coin pour le balancer sur une mission à gros TGM pour essayer de prendre une commission. Là il y a vraiment un check qui est fait, donc moi ça a duré 1 heure. J'ai eu un gars au téléphone, on a un super bon échange. On a parlé de nos expériences, des technos qu'on utilisait. Et donc quand tu dis sur Comet je suis développeur front-end ou back-end ou full stack, ben, il y a au moins quelqu'un qui va s'assurer que tu dis pas n'importe quoi, ce qu'il n'y a pas forcément sur les autres plateformes, même si les autres plateformes, je sais qu'elles ont des moyens différents d'évaluer, entre guillemets, ça peut être une sorte de score après chaque mission. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, moi c'est que je suis passé par Comet, j'en ai un très bon souvenir. Est-ce que j'y retournerai? Pourquoi pas. Là, ma mission actuelle n'est pas passée par Comet parce que bah, je l'ai trouvé via mon réseau perso. Mais écoute, ouais, Comet, euh, ils font du bon taf, donc autant en parler. Du moins, pour moi, ça s'est très bien passé. Question de Lucky i9. Salut, je suis en BTS SEO alternance, développeur front en Vue.js et TS. Et je voulais savoir si tu penses que ça vaut la peine de me lancer dans une licence 3 ou si je peux m'arrêter au BTS. Je parle bien sûr en termes financiers. Une année d'études fait-elle vraiment la diff? Merci à toi. Ben, pour beaucoup de boîtes, oui, ça fait la diff, on va pas se mentir. On aime bien les diplômes en France, parfois même au détriment des compétences, j'ai envie de dire, pour avoir vu des gens diplômés complètement nazes et des gens pas diplômés qui sont des vrais tueurs. Et aussi la combinaison des possibles avec des gens diplômés qui sont des tueurs, bien sûr. Je suis pas en train de dire que les diplômes c'est n'importe quoi. Oui, oui, sur le papier, surtout en France, t'as 1 an de plus d'études, tu peux négocier plus haut ton salaire. Est-ce que tu peux pas rattraper? Moi, je pense que oui. Maintenant, voilà, une année d'études, oui, dans pas mal de boîtes, ça fera la différence. Après, à un temps donné, dans 1 an, du coup, comparé à un gars qui a 1 an d'expérience en BTS, si t'as réussi à avoir un job direct après, et un gars qui sort de licence, qui aura peut-être fait des stages, ok, est-ce que à ce moment-là, ils vont avoir le même salaire? Je ne suis pas sûr. Et je pense que l'année d'expérience peut valoir le coup. Mais encore une fois, là, on compare deux personnes qui ont pris deux chemins différents.
Est-ce que c'est pertinent? Pas tant que ça, je pense. Donc c'est plus, est-ce que t'as une licence qui t'intéresse, j'ai envie de dire. Est-ce que t'as trouvé une licence qui t'intéresse? Si c'est pour aller te faire chier pendant un an, au risque de décrocher, moi je serais plus d'avis d'aller taffer, mais encore une fois, je m'exprime en tant qu'un gars qui a arrêté une licence en cours de route. Donc tu vois, mais n'oublie pas que c'est ton choix, hein. C'est à toi de prendre cette décision et de l'assumer. Mais dans les deux cas, je m'en fais pas trop avec un BTS ou une licence. Et si en plus de ça, là, tu fais du VU et du TS, je ne m'en fais pas du tout. Et puis en plus de ça, j'allais oublier, t'as l'alternance. Donc une troisième année en alternance, ça peut être pas mal. Mais en plus de ça, je pense qu'avec l'alternance, t'auras pas trop de mal à trouver. Alors, question d'Augustin. À quoi les recruteurs font attention dans un CV ou une lettre de motivation? Quels sont les points à optimiser pour être engagé où on le désire? Et sinon, comment avoir un bon réseau dans le milieu des devs? PS, moi, mon domaine, c'est plutôt les data science. Je sais pas si ça change un truc. Oui, parce que bah, moi, je suis pas dans la data science. Et pour ça, c'est vrai que je te conseille la chaîne de Danis, de Defend Intelligence, qui parle beaucoup de data science, qui est un data engineer. Alors, encore une fois, je réponds avec mon ressenti, mes expériences. Pour moi, la lettre de motivation dans le dev, j'en ai jamais écrit et je pense que c'est pas près d'arriver aujourd'hui. Je pense que j'ai l'impression que c'est une formalité pour savoir si le gars est capable de rédiger, qu'il a bien suivi ses cours du lycée. Euh, Moi, le seul moment où je vois ça pertinent, une lettre de motivation, c'est quand tu fais une candidature spontanée. À part ça, dans le milieu du dev, je vois pas trop l'intérêt. Alors, à quoi on fait attention sur les CV? Alors, moi, je suis pas recruteur. J'ai eu à recruter pour certains clients parfois ou quand j'étais dans certaines boîtes. Donc, je m'occupais de. On m'envoyait déjà des CV, hein, donc il y avait un premier tri qui était fait et moi, je regardais la partie technique et je faisais passer des entretiens techniques. Un truc, moi, je vais te donner tout ce qui attire mon attention. Encore une fois, c'est pas le même filtre, c'est un filtre de recruteur-développeur, c'est pas un filtre de recruteur plus au sens RH, on va dire. Moi, les points d'attention qui me faisaient tiquer, c'est quand le candidat, il a fait plein d'expériences, mais trop petites. 3 mois par-ci, 3 mois par-là, 6 mois par-ci, 3 mois par-là, un mois par-là. Ça, direct, je me dis, il y a un problème avec ces CV. Parce que, ben, si t'arrives pas à trouver ta place au bout de la cinquième boîte, je vois pas pourquoi la sixième, entre guillemets, chez moi, ça le ferait en fait. Donc je me dis, ça c'est le genre de CV à problème. C'est peut-être faux, hein, mais pour moi, t'as d'expérience trop courte, c'est mauvais signe. Tu te dis, ok, lui, il va nous claquer dans les doigts d'ici 3 mois. Ça peut être pour des bonnes raisons parfois, et c'est dommage parce que du coup, tu passes à côté peut-être d'un bon profil, mais clairement, moi, les petites expériences, faut faire attention à ça. Donc, je sais parfois, tu es en poste, au bout de 3 mois, tu reçois une offre géniale, tu te poses la question d'y aller ou pas, et tu te dis que c'est pas grave, mais si tu fais ça pendant 3 ans, bah, au bout d'un moment, tu as fait une dizaine de boîtes, et t'auras pas fait grand-chose, en fait. Donc, je te dis pas de rester à tout prix où t'es, si ça va pas, il faut changer, on a le choix en plus, on a la possibilité, mais c'est quelque chose, moi, qui peut me faire tiquer. Euh, je vais regarder aussi les technos utilisés. Tu vois, quand t'as des développeurs juniors, par exemple, qui se présentent comme des experts dans 3 grosses plateformes, je vais avoir tendance à me méfier. Je me dis juste que parfois, faut du temps pour approfondir certaines choses. Donc, quand je vois des CV trop larges et pas assez ciblés, ça me donne pas envie, en fait. Ça dépend ce qu'on recherche, tu vois. Il y a des boîtes où tu recherches des généralistes, il y a des boîtes où tu as besoin de spécialistes. Et j'ai l'impression que la tendance du marché, du moins la façon dont je le perçois, c'est plutôt ça. On va chercher dans une équipe parfois au lieu d'avoir 5 développeurs full stack, on va chercher par, je sais pas moi, 2 front-end et 3 back-end par exemple. Donc essayer de bien cibler un CV. Pour moi, en fait, ton CV, tu dois pouvoir le mettre à jour par rapport à un poste donné en fait quand tu postules. Et ce qui est important, c'est de mettre en avant tout ce qui est en phase avec le poste que tu cibles. Toutes tes expériences passées, tes compétences, il faut les mettre en avant.
en fonction du poste, donc en fonction de la boîte. Donc potentiellement avoir une version légèrement modifiée de ton CV par boîte. Et ça, cet effort-là, peu de gens le font vraiment parce que souvent on le fait en mode j'envoie 100 000 CV, mais ça peut valoir le coup de passer 10 minutes à se dire pour telle boîte, ok, eux ils sont, je sais pas moi, dans le e-commerce, donc ils ont besoin de scalabilité. Est-ce que j'ai bossé sur de la scalabilité? Oui, j'ai utilisé le cloud et compagnie. Bon, bah je vais mettre le cloud en avant. Voilà, tu vois, c'est cette démarche-là qu'il faut avoir. Quels sont les points à optimiser pour être engagé? Bah, comme je t'ai dit, il y a les technos utilisés. Il faut que ton CV il match avec, que tu aies au moins une expérience qui match avec la boîte. Si t'en as pas, il faut au moins que tu bosses sur les technos qui peuvent matcher avec la boîte en question. Ne pas avoir la bougeotte. Et puis voilà, c'est déjà un bon début. Et comment avoir un bon réseau? Tu peux juste commencer par LinkedIn, Twitter, poster régulièrement, engager la conversation, répondre à des gens et juste utiliser les réseaux sociaux pour ce pourquoi ils ont été conçus à la base. Et c'est déjà un très bon début. Ouais, t'es pas obligé de créer du contenu tout de suite, puisque c'est encore un autre débat. Mais concrètement, utiliser les réseaux sociaux et suivre des développeurs et engager la conversation, c'est le meilleur moyen de se faire un réseau. Et ça, que tu sois en data science ou pas, pour moi, c'est le cas et peu de gens s'en rendent compte. Salut à toi, question de Rémi, pardon. Salut à toi, au bout de combien de temps d'expérience un développeur peut se lancer en freelance? Très bonne question. En plus, j'ai des vidéos qui étaient écrites depuis pas mal de temps, que j'ai toujours pas tourné, mais ça va arriver. Moi, perso, je conseillerais au moins 1 ou 2 ans, en fait. Il y en a qui vont le faire en sortant d'école, et je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Parce que quand tu es freelance, tu as besoin d'avoir ton expertise technique, parce que en fait, un freelance, tu l'appelles pas pour le former. Tu vois, tu l'appelles parce que tu as besoin de renforcer une équipe en général. Ou tu as besoin d'être flexible. Mais c'est rare qu'on prenne un freelance pour le former sur une techno, parce qu'on sait qu'il reste pas. C'est pas quelqu'un qui reste un freelance en général dans une boîte. Ou quand tu restes longtemps, c'est que tu as peut-être un intérêt, ou tu as peut-être un contrat oral avec ton client, mais t'es pas là pour rester, donc on va pas investir en le formant. En général, on fait ça pour les employés qu'on aimerait garder sur le long terme. Donc moi, je conseille minimum 1 ou 2 ans d'expérience, d'avoir une première expérience sur le terrain et d'être totalement, entre guillemets, autonome sur la partie technique. En freelance, tu dois pas passer 10 jours à galérer sur un sujet qui est pas touchy. Sinon, c'est pas normal. Tu dois pas rester bloqué une semaine sur un sujet simple sans demander de l'aide, tu vois. Donc, pour moi, le freelancing, c'est mis sur un piédestal parce qu'il y a le rêve de gagner plus d'argent. Ouais, tu peux gagner plus d'argent si tu gères bien ton truc, si tu dépenses pas trop, si tu prends pas trop de vacances. Mais je te donne un exemple. T'as des boîtes selon les conventions collectives où les gars ont 7 semaines de congés payés, ont 9 semaines de congés payés. Ça peut être intéressant. T'as des boîtes qui ont une flexibilité, même en CDI, qui te permet de t'absenter plus souvent que la moyenne. Ça peut être intéressant. Ça dépend ce que tu recherches. Si c'est juste l'argent, bah il va falloir bosser dur aussi, tu vois. Donc c'est pas. Bon, bref, je m'éloigne un peu, mais concrètement, je conseille minimum 2 ans d'expérience. Et je conseille surtout au bout de ces 2 ans d'être autonome. Si t'es toujours en galère sur la partie technique, ne va pas te lancer en freelance parce que tu vas devoir gérer ton client, tu vas devoir gérer ton argent, tu vas devoir gérer ta recherche de mission, tu vas devoir gérer ta prospection. Un truc tout bête et moi je le pense et je le redis, bah faire 1 ou 2 ans SS2I, ça t'apprendra bien plus sur le métier qui t'attend quand t'es freelance que d'essayer de le faire direct. Tu peux le faire direct en sortant d'école, forcément ce sera encore mieux que la SS2I, mais c'est le chemin le plus dur. C'est pas le chemin le plus facile. Moi, je me suis mis en freelance parce que j'avais des projets qui nécessitaient d'avoir une flexibilité comme ça. Et parce qu'il y a plein de boîtes où le simple fait d'avoir une activité qui te rapporte de l'argent à côté, ça passe pas au niveau de ton contrat. Bien sûr, un contrat, c'est négociable, mais c'est ce qu'on appelle une clause d'exclusivité. Et une fois que tu la signes, théoriquement, tu t'engages à la respecter. Donc, le meilleur moyen de ne pas avoir à respecter, c'est de ne pas la signer
Et du coup, moi, le freelancing me permet de tenter des projets comme ça, comme les formations, comme la chaîne YouTube, sans avoir de pression de mon employeur qui un jour va me dire ah ouais, bah c'est cool, mais j'aimerais que tu t'investisses plus et que tu lui diras bah je suis déjà au max et on va te dire bah ouais, mais je vois que tu publies des vidéos sur YouTube. Tu vois. Donc, le jour où j'ai plus ces projets-là, moi je retourne en CDI pourquoi? Parce que j'aime pas la paperasse. Parce que oui, t'as beaucoup d'argent qui te passe sous la main, mais vu que j'ai pas encore fait un exercice comptable complet en mode je suis salarié de ma boîte, est-ce qu'on gagne vraiment plus? Sûrement, mais à quel prix? Tu vois. Par rapport au nombre de vacances que je vais prendre, est-ce que je vais avoir des arrêts maladie, les impôts et compagnie, les charges? Oui, tu gagnes plus, j'imagine. J'espère. Sinon, si on gagne pas plus, je retourne en CDI de toute façon. Mais globalement, oui, non. Pour arrêter les bêtises, tu peux gagner beaucoup. Tu peux avoir beaucoup d'argent qui te passe entre les mains, mais si tu gères mal, tu peux te mettre dans des vraies galères. Donc ouais, minimum 2 ans. Ou si tu as envie de faire avant ces 2 ans-là, assure-toi d'être autonome. Donc souvent les autodidactes ont plus de facilité parce que ils peuvent apprendre tout seuls. Si t'es pas capable d'apprendre tout seul, si t'es pas autonome, je te le déconseille. Question de Japan Figs. Salut Captain, j'adore ce que tu fais, alors continue comme ça, merci. En plus, je sais que t'es souvent dans les commentaires, donc merci pour ton soutien. Voici ma question. Est-ce que tu fais seulement du web, plus précisément du JavaScript et du C Sharp? Alors, en ce moment, je fais seulement du web. Finalement, le mobile est pas si loin, même si je sais qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Plutôt le mobile sur des plateformes hybrides, on va dire, comme Flutter ou React Native, ne sont pas si loin, on va dire. J'en ai pas fait depuis un bout de temps. C'est vrai que le Flutter, j'aimerais bien en refaire. J'aimerais bien en faire, tout court. C Sharp, j'ai arrêté. J'ai arrêté le C Sharp il y a maintenant 4 ans, je pense. J'en ai fait pas mal. Donc avant, je faisais du .NET JS. C'était assez intéressant. Voilà, c'est juste j'ai eu envie de voir autre chose. Et c'est surtout à l'époque où Node.js commençait à exploser. Et je trouvais que côté .NET, ça stagnait un peu. Donc voilà, je suis allé voir ailleurs. Je suis pas retourné côté .NET. Je remarque qu'il y a beaucoup plus de projets sur des startups souvent où il y a du Node.js vis-à-vis du .NET qui a un gros background enterprise parce que c'est sur du Microsoft. Alors tu auras toujours un mec pour te dire oui mais Java c'est mieux et compagnie, mais en fait on s'en fout, on fait la même chose. Au final on va développer soit des serveurs, on va développer des web services, on va développer des microservices, donc on s'en fout en fait. Clairement ce discours n'a aucun sens. Mais oui, en ce moment je fais du full JS, du full TS même, pour être plus précis. Je fais que du web. Et là, en ce moment, je suis sur une mission back-end. Donc, j'ai aussi des compétences front-end, mais là, c'était un poste de back-end qui était nécessaire. Donc voilà, je me laisse le choix potentiellement de re-switcher sur du front-end ou même du full stack sur les prochaines missions. Et donc, ouais, je laisse la porte ouverte au mobile. On verra, et je pense surtout que sur des side projects, c'est là où ça peut être vraiment intéressant. Valgeprod, deuxième question. Pourquoi préfères-tu Angular Pourquoi préfères-tu React à Angular? Quel avantage pourrait, Quel pourrait être un avantage d'Angular par rapport à React? Pourquoi je préfère? C'est une simple question de feeling. Un truc tout bête, c'est que bah, j'aime bien le JSX. Voilà, c'est le système de templating qu'il y a dans React. J'ai un bon feeling vis-à-vis de ça. C'est plus proche de JavaScript. Donc voilà, ce que j'aime bien côté Angular, c'est la structure qui est donnée. C'est-à-dire qu'on te dit directement comment faire. Il y a ce qu'on appelle une opinion. Là où React, t'as pas mal de choses à plugger pour faire une appli complète, entre guillemets. Je pense pas qu'il y ait d'avantage, c'est juste deux axes pour régler quasiment les mêmes problèmes. Deux axes différents pour régler les mêmes problèmes, ou du moins aujourd'hui, personne se dit, très peu de gens se disent non, il me faut React pour telle raison technique vis-à-vis d'Angular. En général, c'est ah bah mon équipe elle faisait de l'AngularJS, donc on va essayer de pas trop les, euh, les, euh, les secouer et on va mettre du Angular, alors qu'en fait, change pas grand chose, c'est pas la même chose, mais
C'est pas la V2 qui n'en est pas une, si tu veux. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on choisit plus soit pour des raisons de goût, ou soit pour des raisons historiques. C'est rare qu'on se dise il me faut telle fonctionnalité de performance, de Shadow DOM et compagnie, donc je vais sur du React vis-à-vis d'Angular. Souvent t'as surtout dans les grands groupes, hein, t'as du bullshit, on faisait de l'Angular avant, donc on reste Angular. Pourquoi pas moi ça m'a toujours fait chier ce raisonnement-là, mais le feeling, pour moi, rien que le feeling des devs, si t'as une équipe qui veut faire du React pour un nouveau projet, alors que vous faites de l'Angular, ok, il y a une phase de ramp-up, je suis d'accord. Mais s'ils ont plus le feeling sur ça, autant les laisser choisir ça au jour d'aujourd'hui, parce que ils seront beaucoup plus motivés. C'est aussi simple que ça. Troisième question. Quand tu dis qu'il faut acquérir des connaissances sur la partie métier de l'entreprise pour laquelle on travaille, exemple droit des copropriétés, peux-tu donner un exemple précis? Ouais. Est-ce que je donne des infos pour qui je bosse? Pas tout de suite. Concrètement, aujourd'hui, je bosse pour une boîte qui développe un banking as a service. Donc, c'est des API bancaires qui permettent de faire tout un tas de choses. Et ben, dans les premiers jours, on a une petite formation où, en fait, on doit apprendre la base des systèmes de paiement. Donc, comment fonctionnent les paiements par carte bancaire, comment fonctionnent les virements SEPA. Et bah ça, c'est un exemple type de la partie métier, qui n'est pas du dev, hein, qui est juste comment fonctionne le système bancaire européen, entre guillemets, dans les grandes lignes, hein, je suis pas un expert du tout. Et ça, en fait, on a dû l'apprendre et le comprendre pour savoir ce qu'on faisait, en fait. Sans ça, tu ne peux pas comprendre ce que tu fais. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur sur le marché. Si demain, je suis développeur, je sais pas moi, full stack ou ce que tu veux, spécialisé dans le système bancaire, bah là, la valeur de mon profil explose. Parce que entre deux profils équivalents, t'en as un qui connaît le métier et pas l'autre, tu prends celui qui connaît le métier, c'est simple. Parce que tu sais que tu n'auras pas le formé sur cette partie-là. Question de Clément, allez hop, envoyé dans le formulaire. Merci encore pour tes vidéos. Et les questions du formulaire arriveront juste après. Et merci Clément pour ton message. Tes mails sont mine de motivation. J'en ai plus trop écrit récemment. Je vais essayer de m'y remettre un petit peu, mais ça prend encore du temps. Soyez patient, mais en tout cas, gros merci. Valgeprod, il représente en force. Écoute, j'avais dit je répondrais à toutes les questions. Tu as d'autres exemples de compétences pour être opérationnel en entreprise, en plus de Git? Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure avec cette offre d'emploi, en fait, il faut parcourir les offres. C'est là où tu vois le vrai baromètre du terrain. Et c'est pas celui d'une école, c'est pas celui de ton youtubeur préféré, c'est vraiment celui que les employeurs attendent. Et quand tu tombes sur des offres comme ça, tu vois là par exemple maquette sous Zeppelin, on est toujours sur l'offre de MangoPay, et tu vas voir ce que c'est Zeppelin, et Zeppelin c'est un outil qui te permet de gérer tes maquettes et de faire plein d'autres choses que je connais pas hyper bien en détail, mais voilà, si avant l'entretien, j'ai vu que vous utilisez Zeppelin, du coup je suis en train de monter en compétence. Mais là tu marques des points parce que le gars il a eu la justesse d'esprit de se dire ok, ils utilisent un outil que je connais pas, je vais creuser dessus. Et souvent tout est dans les offres, voilà, tout est dans les offres d'emploi. Concrètement, demain si t'as un CV qui ressemble à une offre, t'as plus de chances techniquement d'être sélectionné pour les entretiens. Donc c'est comment expliquer, c'est comme ça quoi. Donc allez regarder dans les offres et dans les choses importantes au-delà de la technique, parce que la technique finalement c'est entre guillemets le plus facile à avoir. Il y a tout ce qu'on appelle les soft skills, ta communication. Et ça moi j'en ai fait une formation d'ailleurs. Je mettrai un petit lien juste en dessous sur les formations pour ceux que ça intéresse. Putain, le gars attend plus d'une heure de vidéo pour faire sa pub. Mais concrètement, soft skills. Soft skills, et il y a un très bon bouquin de John Somnes dessus qui s'appelle Soft Skills d'ailleurs, donc je te conseille d'aller jeter un œil.
Question de prénom qui n'en est pas une, ta miniature est excellente. Et merci. Que penses-tu des écoles d'informatique privées type Epitech, ESGI, Etna, Supinfo? PS force à toi pour tes projets. Question de Touchcar. Écoute, elles sont plutôt bien réputées, du moins je sais qu'Epitech est bien réputée. Donc parfois, au-delà du programme, j'ai envie de dire que la réputation est vraiment, vraiment importante, voire parfois plus importante. Donc si tu as les moyens, parce que pareil, ces écoles privées sont payantes, si tu as les moyens de le faire, ou si tu as l'envie de faire un prêt, écoute, vas-y, tu y apprendras des trucs, ça c'est sûr. Ça n'empêche qu'il faudra travailler, qu'il faudra être autonome, mais quand tu sors de ces écoles, t'as aucun problème à trouver un job derrière. T'es plutôt bien payé, donc ça vaut sûrement le coup, ça vaut le coup. Moi, ça valait pas le coup pour moi parce que je me voyais pas faire 5 ans d'études et parce que c'était pas mon truc. Maintenant, si tu le fais, bah vas-y, il faut le faire, il faut pas te brider, mais n'oublie pas que la réponse, en fait, c'est toi qui l'as, c'est pas moi. Donc si t'as les moyens de le faire, vas-y, fonce, t'auras un bon CV, tu vas rencontrer plein de gens, t'auras un bon niveau, si tu bosses bien, t'as moyen de faire des échanges à l'étranger, ça c'est peut-être moins vrai que la crise sanitaire, je sais pas si c'est maintenu tout ça, j'imagine que non, mais ça peut être de très bonnes expériences et tu peux apprendre beaucoup. Et on termine avec Pierre pour la partie YouTube qui nous dit si tu fais des YouTube Shorts, tu peux les re-uploader sur TikTok. Je pense que tu y as pensé, mais si jamais tu n'y avais pas pensé, voilà, toujours là pour me soutenir. Merci Pierre. Oui, j'y avais pensé. J'ai eu un gros trou au niveau contenu et les YouTube Shorts permettaient aussi, potentiellement, même si je ne l'ai pas fait, de republier un peu de contenu, de répondre à des questions rapidement. Et tout ça en capitalisant sur la chaîne. Donc YouTube Shorts, c'est forcément un médium que je vais tester. Et en plus de ça, cette FAQ me donne un maximum d'infos et de questions à répondre en shorts, par exemple. Donc on testera ça. Donc normalement, si tout va bien, j'ai répondu à toutes les questions qu'il y a sur la partie YouTube. On va enchaîner avec la partie qui a été posée dans les mails, qui a été posée via le sondage. Donc là, ce sera une partie anonyme. Donc voilà, on se retrouve juste après, je vais mettre pause, je vais manger un bout, me reposer, et il y a moyen que je filme la suite un autre moment ou un autre jour. A tout de suite. Ok. Nous revoilà un peu plus tard. On continue avec les questions que j'avais côté Mailchimp, donc sur les emails, via le sondage, qui sont des questions anonymes. Ça permet de se lâcher peut-être un peu plus. Alors, question, et du coup j'ai mis les niveaux d'expérience parce que ça explique vachement certaines questions qui pour certains peuvent être totalement logiques et entre guillemets pas bêtes mais triviales on va dire. Et quand tu connais pas forcément le milieu, ça l'est pas forcément. Question numéro 1. Est-ce normal que je galère autant avec l'algo au départ et est-ce que cela présume de grosses difficultés à devenir développeur? Normal, pas forcément, parce que c'est comme tout, ça se travaille, effectivement il y a une certaine approche, c'est compliqué, il faut en manger beaucoup avant d'être vraiment à l'aise, et moi le premier. Est-ce que ça présume de grosses difficultés? Alors non, pour la majorité des postes de développeurs web, je tiens à mettre des guillemets. Bien sûr, si t'es après sur des projets hyper avancés où l'algorithmie a un énorme impact, oui, ça posera problème. Mais pour beaucoup de développeurs, du moins dans le web ou dans l'informatique de gestion générale, c'est pas ça qui fera de toi le pire dev. T'as énormément d'autres choses à apprendre avant d'être vraiment bloqué par des algorithmes pas assez poussés ou pas assez optimisés. C'est assez rare. Par contre, c'est vrai que quand ça arrive, là, il faut vraiment y aller. Mais non, ne désespère pas. Ça met du temps. Ça met du temps à comprendre, à intégrer, à assimiler. Et ne t'inquiète pas, c'est pas ça qui fera de toi un mauvais développeur. Par contre, c'est bien d'être conscient de cette lacune-là
Et ça veut dire que il faut de temps en temps mettre un petit coup de collier pour bosser dessus. Question suivante. Salut Captain, je suis Dev React. J'ai comme objectif de devenir freelance. J'ai vraiment envie de me spécialiser en front-end et d'aller plus loin dans cette direction. Pas juste le côté JS, mais aussi le côté CSS, plus ou moins créatif. Selon toi, pour un freelance, est-ce que c'est handicapant de délaisser le back-end ou le DevOps? Faut-il nécessairement être capable de maîtriser un projet front jusqu'au déploiement? Je vois pas la suite. J'ai du mal avec cet outil. Je parle ici de back-end avancé dans les règles de l'art et pas juste savoir mettre en place un petit serveur node. Alors pour répondre à ta question très rapidement, c'est pas handicapant du tout si tu te présentes comme un développeur front-end. Voilà. Tout le monde n'est pas obligé d'être full stack. Quand tu vois la taille des projets aujourd'hui, t'es pas obligé d'être full stack. Se spécialiser, que ce soit en front-end ou en back-end, c'est hyper pertinent dans le marché d'aujourd'hui. Donc ça, aucun problème. Je nuancerai en disant que c'est hyper important, mine de rien, pour un back-end d'avoir une bonne culture front-end et vice-versa, parce que ça te permet de comprendre comment fonctionnent les personnes ou comment fonctionnent les projets des personnes avec qui tu vas travailler. Donc dans l'absolu, c'est hyper pertinent. Donc je te conseille de le faire. Mais n'hésite quand même pas à faire un peu de veille back-end, ça te permettra d'être plus efficace côté front. Question suivante, je suis actuellement en bootcamp pour une formation full stack JS, je galère de fou, j'ai du mal à comprendre les concepts. Est-ce que c'est fini pour moi? Je ne veux pas faire ce métier principalement pour l'argent, mais pour pouvoir utiliser ce savoir dans mon pays d'origine. Très bonne question, c'est un truc qui revenait souvent dans mon audience. Est-ce que c'est fini pour toi? Non, c'est fini si tu décides que c'est terminé finalement. Et ne pas faire ça que pour l'argent, c'est déjà un bon début. Et ce que tu dis de vouloir utiliser ce savoir-faire dans ton pays d'origine, pour moi, c'est une énorme motivation qui devrait te faire surpasser cette partie des galères. Il faut comprendre que les bootcamps, c'est du condensé, c'est du jus concentré de dev. Et c'est pas fait pour tout le monde. Et ça, peu de gens en parlent, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin, dont moi, moi je pense qu'en bootcamp, j'aurais pas trop bien réussi. Après, j'avais un côté autodidacte, donc finalement, prendre mon temps, apprendre rapidement, si rapidement, ça aurait pas été fait pour moi. Mais apprendre tout seul de mon côté sur du plus long terme, ça l'était plus. Donc, pour moi, base-toi sur ce souhait de vouloir réutiliser ses compétences dans ton pays d'origine. Pour moi, c'est ça qui doit être ta plus grosse motivation. Et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut travailler, il faut prendre du recul, il faut réexpérimenter des concepts. Donc, est-ce que c'est fini? Tu peux à la fois te dire, voilà, c'est pas mon truc, c'est pas pour moi, finalement, je vais faire autre chose. Mais si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, il faut s'accrocher. Il faut pas oublier que la fin du bootcamp n'est pas la fin de ta formation. Tu continueras d'apprendre pendant toute ta carrière, jusqu'à la fin de ta carrière même. Donc non, c'est pas fini et il faut s'accrocher. Comment tu t'y prendrais pour mettre à jour une solution legacy front qui est actuellement opérationnelle mais qui a beaucoup de maintenance? Je suis pratiquement le seul dessus et le patron ne voit pas la valeur ajoutée car son site marche bien. Comment le convaincre et lui apporter des arguments? Ça, c'est une question hyper pertinente. Effectivement, on est sur un dev senior, donc forcément, tu as plus de bouteilles, on va dire. Le problème du code legacy, donc ce qu'on entend par code legacy, c'est du code qui est assez vieux. Attention, c'est pas forcément toujours du code de mauvaise qualité, mais ça peut être un code vieillissant. Je te donne un exemple, si tu as une code base en jQuery qui marche bien, tu peux le considérer comme du legacy. Et pour autant, ça ne veut pas forcément toujours dire que c'est mal codé. Selon le point de vue que tu prends, la définition de legacy peut être parfois un peu floue. Du moins moi, dans mon cas, je différencie un peu la dette technique du legacy. Mais bon, ça après tout le monde n'est pas forcément d'accord.
Bref, c'est un détail, ça ne nous empêche pas de comprendre la question. En fait, quand tu as un patron qui ne voit pas la valeur ajoutée parce que son site marche bien, et ça se comprend totalement, parce que d'un point de vue business, il ne le voit pas forcément comme une plus-value directe, il faut aussi lui faire comprendre que plus ton code est vieux, mine de rien, plus tu vas avoir du mal à trouver des gens qui ont envie de le maintenir. Aujourd'hui, je te propose une mission en JavaScript jQuery avec support d'IE6, tu trouveras personne qui voudra t'en occuper. Donc ça peut être un axe d'argumentation vis-à-vis de ton patron, de dire, écoutez, au bout d'un moment, les technos, elles ont évolué, on n'est plus 3 jours, ça pourrait être l'occasion de corriger certains trucs, de mettre une meilleure architecture, donc pourquoi pas remettre un peu au goût du jour la stack, mais en même temps, je peux comprendre que sur un projet qui marche bien, on n'a pas forcément envie. L'axe qui est intéressant dans ta question, c'est qu'il y a beaucoup de maintenance. Et finalement, ce budget maintenance, il peut dérouler à l'infini. Et est-ce que en reprenant de zéro environ ce qui est inutile, on pourrait pas arriver à un truc mieux maintenu, mieux maintenable même, avec une meilleure qualité? Ça aussi, ça peut être un axe de progression. Donc en termes d'arguments, tu as vraiment la partie recrutement. C'est au bout d'un moment, tout est dev part. Est-ce que tu arrives à changer ton équipe? Sur un projet legacy, je ne pense pas, à moins que tu les payes très bien. Mais là, pareil, ça va être un peu compliqué. T'as la partie, finalement, on fait beaucoup de maintenance. Donc oui, ça marche, mais on pourrait peut-être passer plus de temps à développer des fonctionnalités. Donc ça veut dire que pendant quelques temps, ça pourrait être intéressant de faire une refonte, ce qu'on appelle une refonte parfois, pour repartir sur de bonnes bases et avoir un projet qui pour les 10 prochaines années sera beaucoup plus intéressant, sera beaucoup plus performant parfois et sera beaucoup plus maintenable. Maintenant, comment on fait, comment on s'y prend, tu as plusieurs manières de faire. Tu peux soit faire ce qu'on appelle un Big Bang, c'est-à-dire que tu mets en pause le développement, tout simple, hein. Tu développes la nouvelle solution à côté et tu sors tout d'un coup. Soit tu développes les fonctionnalités petit à petit. Donc sur du front, tu peux le faire de manière, entre guillemets, je vais pas dire facile, mais c'est faisable, de commencer à redévelopper que certains composants, de les intégrer à la stack actuelle, et au fur et à mesure que la nouvelle stack vienne manger l'ancienne, en fait, ça peut être faisable, et ça peut être faisable au fil de l'eau. Le seul problème de ce genre de truc, c'est que si tu arrêtes en cours de route, tu te retrouves avec une stack hybride qui ressemble plus à rien. Donc c'est vraiment du truc où faut aller jusqu'au bout. Mais clairement, rien que l'aspect recrutement, l'aspect qualité logicielle peut être vachement argumentable et compréhensible pour un non-dev. Et la partie maintenance, plutôt que de développer des nouvelles features, finalement c'est quelque chose qui, si depuis 3 ans tu fais que de la maintenance et pas de nouvelles features, c'est dommage. Parce que un projet bien développé, au bout d'un moment, la maintenance, elle est rare. Ou sinon, c'est des évolutions. Et là, on est encore sur un autre sujet. Donc voilà, il faut attaquer sur le... D'un point de vue business, si t'es pas capable d'expliquer quelle est la plus-value sur le court, moyen et long terme, tu convaincras pas un non-dev en fait. Et c'est normal. Le gars va pas se dire, je vais mettre de l'argent juste pour faire plaisir à un dev qui veut se faire son petit kiff de changer de techno. Si tu arrives à dire, aujourd'hui on a beaucoup de bugs, en réécrivant une partie, on peut réduire le nombre de bugs, on peut mettre en place des tests automatisés qui permettent d'éviter un certain nombre de problèmes. Bien sûr, il n'y a pas de risque zéro, encore une fois. Donc tout ça, c'est des arguments qui touchent au porte-monnaie, qui touchent aux ressources, qui touchent au recrutement, et c'est comme ça que tu peux convaincre un patron, parce que il va se dire, ok, finalement, en réinvestissant un peu sur une nouvelle stack, à terme, je vais dépenser moins, je vais peut-être réduire mes coûts. Donc, après, je suis d'accord avec toi, c'est des choses qui sont pas forcément quantifiables tout de suite. Par contre, si tu as un bon outil de gestion de projet, tu as moyen de savoir à peu près combien de temps a été passé à corriger des bugs ou à maintenir la stack, et à peu près, dans les grandes zones, tu sais à peu près combien tu dépenses. Donc là, ça peut être aussi un argument de poids, se dire, admettons qu'on dépense 100 000 euros par an pour la maintenance, que tout réécrire coûte 300 000, peut-être que dans 3 ans, et des poussières, on aura rentabilisé, tu vois, il y a peut-être des trucs comme ça à explorer. Donc là, j'ai pas ton projet sous les yeux, donc forcément, je vais pas te faire un audit comme ça, mais
Voilà, faut toucher les points sensibles. Et les points sensibles chez les devs, souvent, ça va être la techno, la qualité du code. Et chez les non-devs, surtout si c'est ton patron, si ton patron n'est pas un dev, bah, il faut lui parler business, il faut lui dire, aujourd'hui on passe tant de jours hommes à développer de la maintenance et corriger des bugs, ou causer des bugs même malgré nous, et ben ce temps-là sera peut-être mieux réinvesti à mettre en pause la solution actuelle, créer une nouvelle solution qui repart de zéro, où on vire toutes les fonctionnalités dont on n'a pas besoin, et on repart sur un truc propre. Voilà, c'est un peu l'axe que j'utiliserai. Question suivante. Suite à mon master, je suis actuellement développeur junior dans une ESN, dans un domaine techno qui ne me plaît pas. Je ne sais pas vraiment quoi faire et j'ai l'impression d'être pris au piège. As-tu quelques conseils pour moi, pour mon cas? Eh ben, mon conseil, c'est tire-toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand tu es dans une ESN, parfois, en fait, on va te mettre là où il y a des besoins. Et moi, ça m'est arrivé. Première boîte où je suis arrivé, en ESN, ma première boîte en sortie d'école, je voulais faire du dev web, on m'a mis sur du SharePoint, qui n'est pas exactement du dev web, même s'il y a une partie dev web dans SharePoint, à l'époque c'était beaucoup moins présent, c'était vachement spécifique. SharePoint a bien changé depuis, j'en suis conscient, mais c'était pas ce que je voulais faire. Et j'ai fini par partir. Donc au bout d'un moment, t'as un master, donc t'es quand même diplômé, ça recrute, c'est plus facile quand t'as un master que quand t'as une formation accélérée, change de boîte tout simplement. Avant de changer de boîte, bien sûr, parle-en à ton chef, tu lui dis ce que tu as envie de faire. Il te forcera la main ou pas. Si ça colle et que vous trouvez un arrangement, tant mieux. Si ça ne colle pas, tire-toi. Alors, comment savoir si une école pour un titre pro web développeur est une bonne école et que leurs formations sont complètes? C'est compliqué, j'en ai appelé 5 et toutes sont équivalentes. Merci pour ton retour, force à toi. Pour savoir si une école est une bonne école, Pour savoir si une école est une bonne école, le meilleur moyen, c'est de demander aux anciens des promos. Et ça, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Tu peux utiliser LinkedIn, tu fais une recherche, et tu vas voir ceux qui sont passés par ton école, et c'est à eux qu'il faut demander. C'est eux qui vont te dire si les profs étaient nazes. C'est eux qui vont te dire si les profs étaient géniaux. C'est eux qui vont te dire s'il y avait un bon accompagnement. C'est eux qui vont te dire si le cursus valait la peine ou pas, en fait. C'est pas les... Forcément, t'appelles une école, elle va vendre son truc. Même moi, quand je vends mes formations, j'ai l'impression que c'est les meilleurs au monde. Pourtant, ça ne l'est pas. Donc, il faut avoir le feedback des bonnes personnes. Et les feedbacks des bonnes personnes, c'est ceux qui ont été élèves. C'est ça l'important. C'est pas qui sont les profs. C'est où sont les élèves maintenant. Est-ce qu'ils ont trouvé un job ou est-ce qu'ils font autre chose? Si tu vois que tous les élèves de la même formation font autre chose et sont plus dans le dev, c'est que clairement il y a un problème. Donc, une formation, c'est un organisme qui est là pour faire de l'argent aussi, quoi qu'il en soit. On va pas se mentir, c'est comme ça. Et on leur en veut pas. Maintenant, eux vont te vendre leur truc. Et ce qui est normal, tout le monde le ferait. Mais le meilleur feedback pour moi, c'est les anciens élèves. Parce que parfois, tu as des formations où sur le papier, c'est les meilleurs. Et en fait, tu discutes avec des anciens, ils te disent, en fait, dans notre promo, il y en a que 3 qui ont trouvé un job sur 20 élèves. Tu vois? Donc, toujours prendre le feedback des gens concernés et des gens qui ont été à la place où tu vas aller, en fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas les profs, c'est les élèves. Est-ce que c'est vrai qu'il faut se casser la tête lorsqu'on est dev? Oui. Pour répondre très brièvement, oui. Quand t'es dev, c'est un métier qui parfois est fatigant parce que tu vas passer des heures à chercher des problèmes, t'y arrives pas, et bam, t'y arrives. Et quand t'y arrives, derrière, il y a un autre problème. Donc je dis pas qu'il faut se casser la tête, mais c'est un métier où il faut avoir de la persévérance. Si t'es du genre à abandonner rapidement, oublie. Tu risques de te prendre la tête plus que de raison. Mais ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, plus que d'autres métiers. Parce que ça m'est arrivé de passer des journées entières à trouver l'origine d'un problème qui en fait est sous mes yeux, même avec de l'expérience ça arrive. Donc ouais, je dirais pas qu'il faut se casser la tête, mais il faut beaucoup de persévérance, il faut de la rigueur et c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu pourrais nous apprendre à coder en une vidéo pour back-end pour une personne qui connaît rien au dev? Non. La réponse est non, parce que d'une, ce serait beaucoup
trop court en une seule vidéo. De deux, j'ai de moins en moins envie de faire du contenu total débutant pour la simple et bonne raison que ça attire pas forcément des gens qui vont tous rester dans le dev. C'est pour ça que je veux monter un peu en termes de nombre d'années d'expérience, parce que j'estime aussi que quand tu débutes, il faut une certaine autonomie, il faut un peu il faut avoir un tout petit grain d'autodidacte en toi en fait. Sans ça, tu vas galérer à trouver ne serait-ce que à débugger. Et en fait, j'ai l'impression que tous les devs ont une partie autodidacte en eux. En fait, t'as jamais tout le temps quelqu'un pour t'apprendre des trucs. Et t'as des sites comme Stack Overflow qui sont des sites de questions-réponses qui sont dédiés aux devs. Si t'arrives pas à chercher dessus, en fait, tu peux juste pas avancer. Donc, c'est pour ça que pour moi, le pas pour passer de novice à débutant entre guillemets, j'ai plus envie de l'aborder parce que c'est pas là où je m'éclate en fait. Voilà, tout simplement. Donc non, je pourrais pas. Malgré ça, il y a des très bons contenus, même gratos sur YouTube, qui sont assez intéressants. Donc voilà, je publierai sûrement du contenu sur du back-end dans l'année. Je peux pas faire ça en une vidéo malheureusement. Pour savoir coder, pourquoi savoir coder, c'est réinventer la façon de penser logiciel. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop la question. Réinventer la façon de penser. Justement, on a souvent tendance à vouloir réinventer des trucs quand en fait il y a des trucs qui existent, qui marchent très bien, qui sont éprouvés. Il y a plein de méthodes logicielles, des architectures de développement réutilisées. Donc t'as pas forcément de réinventer, c'est rare de devoir vraiment réinventer. Justement, on essaye de réinventer le moins possible et d'utiliser le travail des autres, notamment avec l'open source, pour pouvoir avancer plus vite. Est-ce que tu pourrais nous citer tous les outils et façons de coder ? Je peux pas dans une vidéo faire un truc où il y a tout, c'est juste pas possible. Moi, je suis sur la plateforme Node.js, donc avec du TypeScript. Donc ça, c'est des mots-clés qu'il faudra que tu cherches, qui est basé sur JavaScript. Et je fais un peu de tout. Là, je suis sur une mission back-end. En façon de coder, je fais pas mal de testing. Donc les tests automatisés. Là, je te balance des mots-clés. Et là, c'est à toi de faire tes recherches dessus. Si tu regardes un peu ma chaîne, tu verras que j'en parle assez souvent. Donc voilà, c'est un chemin qui est assez long. Que tout le monde peut faire, mais c'est pas pour tout le monde. Tu vois, c'est pas pour dire on est une élite, loin de là. C'est juste qu'il y a certains traits du métier, notamment le fait parfois de passer une journée à pas trouver le problème alors qu'en fait, c'était tout bête. Ça, il y en a qui supporteraient pas. On n'est pas des super-héros en tant que dev, mais il y en a qui supporteraient pas et ça les ferait chier tout simplement. Ils en auraient marre et ils feraient autre chose potentiellement. Donc voilà, c'est un métier assez spécial sur certains points. Donc voilà. Combien de temps pour devenir développeur ? Très bonne question. Il y a autant de temps de réponses possibles que de personnes. Globalement, t'as de 0 à plusieurs années de formation. C'est assez large en fait, assez vaste. Développeur, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Tu peux être développeur JS et React, tu peux être full stack, ça te demande plus de temps, tu peux être mobile, tu peux être... Il y a tellement de réponses, en général tu vois la longueur des cursus, avant on était sur du bac plus 2 à bac plus 5, donc ça te donne une idée de ce qui était nécessaire avant. Maintenant on est sur il y a aussi beaucoup de formations plus courtes, mais tu vois aussi que c'est bien plus galère de s'insérer sur le marché, en moyenne, donc je dirais qu'il te faut quelques années pour les bases. Si t'es vraiment rapide, il te faut... Ouais, on va rester sur quelques années pour les bases et après tu continueras d'apprendre toute ta carrière. Combien ça gagne un développeur en freelance vs salarié ? Est-ce que c'est casse-tête ou pas d'être dev ? Donc casse-tête, oui, mais il faut aimer ça. Combien ça gagne via un freelance vs salarié ? Pareil, il y a tellement de profils différents que te donner un salaire n'aura pas de sens. J'ai fait une vidéo sur mon évolution salariale, mais c'est pas parce que j'ai commencé à 26K que tu commenceras à 26.
C'est pas parce que je suis monté au bout d'un an à 35 que tu monteras à 35 et que tu feras plus 9 au bout d'un an, tu vois. Donc finalement, je peux te donner, va voir j'ai 2 vidéos où je parle d'argent. J'ai une vidéo sur mon histoire où je fais l'évolution de mon salaire. Et j'ai une vidéo sur une de mes missions freelance. Tu vois les ordres d'idées. Maintenant, le freelance cache beaucoup de choses. L'argent qui arrive sur ton compte n'est pas l'argent que tu vas pouvoir dépenser direct. Là, je suis salarié de ma boîte. Donc, tous les mois, je peux choisir mon salaire. Alors, c'est une certaine gratification, hein, mais tu vois en fait que pour 1 € de salaire, tu vas quasiment dépenser 2 avec les charges. J'arrondis les angles, mais grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir si tu veux pas avoir trop de surprises. Donc c'est cool de se dire je gagne 2 fois plus en freelance, mais combien te revient vraiment net dans ta poche, c'est pas exactement ça. Tu peux gagner plus si tu gères bien. Et pareil, si tu sais bien négocier ton salaire, si tu changes tous les 2-3 ans de boîte et que tu fais des gros gaps de salaire, tu peux aussi très bien gagner en CDI. Donc voilà, va voir les sondages du type Malte pour les freelances. T'as un ordre d'idées. Moi, je trouve que débutant freelance, quand t'es junior, que t'as 1 ou 2 ans d'expérience, non, mais en fait, je perds mes mots là. Je pense que ouais, quand t'es débutant, voilà, ton salaire va pas être élevé, mais il peut évoluer très rapidement. Après, c'est aussi finalement le problème, c'est même pas tant est-ce que tu gagnes bien ou pas, c'est plus est-ce que tu es capable de bien négocier un salaire. C'est plus ça qui va changer la donne. Donc ouais, il y a quand même des bons salaires, on peut vivre correctement, on peut vivre plus que correctement. C'est des salaires qui sont au-dessus du salaire médian de loin et de très loin, on gagne bien notre vie. Maintenant, si c'est que ça qui t'intéresse, ça risque d'être compliqué pour toi. Il y en a qui réussissent en étant intéressés que par l'argent, mais c'est pas se faire de cadeaux. Pourquoi les langages n'ont pas directement une syntaxe en français ? Parce que le français est pas assez répandu comme langue, j'imagine. En soi, techniquement, je pense qu'il n'y a rien qui empêcherait le développement d'un langage avec une syntaxe française, mais ça voudrait dire qu'il faudrait une syntaxe par langue, pardon. Donc un langage par langue, et ce serait le bazar. Et j'imagine que proportionnellement, il y a peut-être plus d'anglophones qui ont créé des langages. Je pense que c'est par souci de simplicité, j'imagine. D'ailleurs, si t'as le résultat de l'anecdote, écoute, hésite pas à la partager en commentaire. Quelle mentalité faut-il avoir lorsqu'on est dev ? Et quelle formation t'as suivi pour être dev en combien de temps ? J'ai fait un BTS SEO, j'en ai déjà parlé, il y a des vidéos sur mon histoire. Donc c'était 2 ans, j'avais commencé le dev en terminale, moi. Mentalité, pour moi, il faut être persévérant, il faut avoir les nerfs solides. Il faut accepter de passer 10 heures par jour devant un ordi. Je sais qu'on doit pas bosser 10 heures, mais globalement, moi je passe entre 6 et 10 heures par jour devant un ordi. Et les persévérances, je pense. La persévérance, c'est un bon trait de caractère. Un bon trait de caractère qui peut te servir pour être dev. Penses-tu que les frameworks backend JS, par exemple Adonis ou Nest.js, sont aussi bien que d'autres plus matures, tels que Laravel, SF ou Rails ? Je vois souvent des pro-JS les dire supérieurs, mais je doute de leur crédibilité et ne vois pas d'offres d'emploi dessus. J'ai l'impression que le marché JS actuel est essentiellement du front ou à la rigueur du backend Express avec Express seulement. Partages-tu cet avis ? Je vais répondre à la deuxième question d'abord. Non, il y a pas mal d'offres sur du Node avancé. Moi là par exemple je suis sur un poste de Node qui est plutôt avancé, mine de rien quand tu regardes ce qui s'y passe. Souvent quand les gens se disent pro.js et que ils te disent que leur framework est supérieur, souvent ils n'ont pas utilisé les autres. Et du coup, ça fait d'eux des personnes pas bien placées pour dire ça. Donc, je pense que oui, effectivement, les frameworks un peu moins récents, on va dire, je vais pas dire un peu moins récents, ont peut-être plus de maturité parce qu'il y a plus d'aide, il y a plus de problèmes qui ont été réglés, ils sont peut-être plus stables parfois.
Donc là, ça irait à l'encontre des Pro.js, et j'ai envie de te dire que le client final, le gars qui va utiliser ce que tu as développé, il en a strictement rien à faire que t'aies pris du Adonis, du Laravel ou du Rails. Ce qu'il veut, c'est un logiciel qui marche. Donc en fait, je pense par exemple que Nest est un très bon framework. J'aime bien l'architecture, il me rappelle pas mal de .NET. Je le pense pas plus mature que les autres, et à vrai dire, c'est pas une question qui m'intéresse. Je sais que Rails est bien utilisé, surtout chez les matures devs, ou chez les développeurs indépendants qui font des SaaS. Je sais que ça revient souvent. Tu regardes sur Indie Hacker, tu verras souvent du Ruby on Rails. Il y a l'air d'avoir un ratio d'efficacité qui est assez élevé, et moi ça c'est un truc qui m'intéresse. Donc je vais pas me mettre à Rails parce que j'ai pas envie d'apprendre Ruby, mais avoir une stack efficace qui me permet de produire rapidement et proprement, ça peut avoir plus d'intérêt que de se dire ouais j'ai mon super framework truc JS qui est mieux que Laravel ou compagnie. Donc non, je pense pas qu'ils soient... Alors je pense qu'ils sont aussi bien que les autres, pour le coup. Je pense pas à une seule seconde qu'ils soient vraiment supérieurs. Et encore une fois, ça dépend de la personne qui les utilise. Moi, demain, alors là, aujourd'hui, en ce moment, je fais du Nest, donc je suis bien plus à l'aise avec Nest qu'avec d'autres. Si toi, t'es plus à l'aise avec Rails, bah fais du Rails, en fait. C'est là où tu pourras produire de la valeur. On aime bien se battre sur les technos en mode moi c'est mieux, mais en vrai, on s'en fout. Ça a aucun intérêt, en fait. À part si tu arrives à développer la même qualité 2 fois plus vite, oui, là, tu as un réel avantage. Mais sinon, et souvent, on se bat sur des détails d'implémentation. Donc, c'est le genre de discussion qu'il faut fuir, parce qu'en fait, ça sert à rien d'essayer de convaincre les gens. Et voilà, donc, produisez des trucs, sortez des projets, sortez des side projects, créez des nouvelles fonctionnalités pour vos clients, vos patrons. C'est tout ce qu'on vous demande. Et sortez des trucs qui sont stables, qui fonctionnent bien. Le reste, c'est que des détails. Je travaille en tant que dev web dans une petite entreprise depuis plus d'1 an, et je trouve parfois difficile de donner mon avis sur certains sujets où mes supérieurs sont très réfractaires. Parfois, j'ai l'impression de parler à un mur. J'ai confiance en moi, mais je ne suis pas quelqu'un de spécialement charismatique avec un leadership sensationnel. Quels conseils donnerais-tu pour se faire écouter? Dois-je simplement attendre d'avoir plus d'expérience? Alors ça, effectivement, c'est une très bonne question. Quand t'es junior, effectivement, c'est plus dur d'être écouté parce qu'on estime que tu n'as pas ton mot à dire. Ça arrive souvent, ça m'est déjà arrivé. Ce que j'en ai retenu, c'est que pour qu'on t'écoute, pour qu'un interlocuteur t'écoute, peu importe qui c'est, il faut que tu lui montres que tu t'intéresses à son problème. Donc, donner ton avis, c'est une chose. N'oublie pas qu'il faut choisir ses combats. Si tu donnes ton avis sur tout, tu finiras par passer pour un gros râleur et personne ne voudra t'écouter. Maintenant, tes supérieurs, il faut que tu t'intéresses à leurs problèmes si tu veux pouvoir faire en sorte qu'ils t'écoutent. Si, je sais pas moi, l'ordre du jour c'est on a 50% d'utilisateurs en moins, mais que toi t'es en train de dire bah il faut qu'on passe à React. Je te donne un exemple, je dis pas du tout que c'est ça que tu dis, mais bah en fait là c'est une mise en situation pour expliquer que si t'es à côté de la plaque, entre guillemets, personne t'écoutera. Donc il y a plusieurs choses. C'est d'une, il faut choisir ses combats. Tu peux pas te plaindre sur tout, donner ton avis sur tout, parfois ça peut être mal vu. De deux, il faut faire en sorte que tu t'intéresses à ton interlocuteur, ou que ton interlocuteur comprenne que tu t'intéresses à lui pour qu'il t'écoute. Donc ça peut être en reformulant leurs problématiques, en s'appropriant un peu de sujets, et en leur apportant des solutions qui vont les faire avancer eux dans leur intérêt. C'est un peu égoïste, mais parfois de leur part, peut-être inconsciemment, mais voilà. Et oui, plus tu auras d'expérience, plus on t'écoutera, ça c'est sûr. Maintenant, c'est de la communication, et si tu vois vraiment que ils sont réfractaires tout court et que c'est pas vis-à-vis de toi, bah écoute, attends un petit peu et puis va voir ailleurs. C'est aussi ça, tu vois. Si t'es dans une boîte où les gens veulent pas avancer et ils veulent rester dans un mode... Il y a plein de boîtes où en fait les gens veulent pas aller plus loin parce que ce qu'ils ont ça marche, ce qui peut se comprendre.
Si c'est pas ce que tu recherches, va voir ailleurs. Et faut pas hésiter aussi à demander du feedback sur toi, si t'en as pas ou pas assez. Ça peut te permettre aussi de mettre en avant peut-être des choses que t'aurais pas vues sur ta position, et peut-être le fait qu'on t'écoute pas vient d'autre chose. Donc faut pas hésiter à limite poser la question tout simplement. Et peut-être qu'on va te répondre bah ouais parce que tu fais ci ça nous plaît pas donc on t'écoute pas. Ou peut-être qu'on va te répondre ah bah désolé on n'a jamais fait gaffe. Tu vois, donc pas obligé d'avoir un leadership au départ, juste communiquer, s'intéresser à son interlocuteur, à ses problèmes. L'expérience ça viendra. Et puis bah, si t'as envie qu'on t'écoute, il faut aussi parfois surpasser la masse. D'un point de vue technique, ça peut être utile. Si tu deviens quelqu'un qui est référent sur un sujet, là on t'écoutera. Donc parfois ça va peut-être te demander de faire un peu plus pour récupérer un peu plus derrière. Petite question comme ça, selon toi, entre l'anglais et les maths, quel est le domaine le plus important à maîtriser pour un développeur ? Encore une fois, je vais parler pour le web. Je pense que l'anglais est plus important parce que la majorité des ressources d'aide sont en anglais. Et ça te permettra de monter en compétence sur bien d'autres choses, bien plus importantes. Les maths, je dis pas que c'est pas important, mais pour la partie web, c'est pas le plus. On n'a pas non plus besoin d'avoir fait maths spé, quoi. D'ailleurs, moi, je suis nul en maths, pour le coup. Donc voilà. Je dirais plutôt l'anglais. Ne néglige pas les maths, ça peut te servir aussi. Et la dernière question, y a-t-il une communauté secrète antillaise de dev ? Bah, s'il y en a une, j'y suis pas. Et c'est pas grave, c'est pas ce genre de truc qui m'intéresse. Mais écoute, peut-être qu'il y a moyen de faire la West Indies Secret Dev Society et de sortir ça, un projet, une communauté, un club payant, tu vois, où on boirait du punch et on développerait des super applis avec des frameworks plus ou moins utilisés. Voilà, c'est tout pour cette FAQ, c'est assez long. Je vais essayer de mettre toutes les questions dans les timecodes YouTube, comme ça, si tu as posé une question, tu pourras directement voir la réponse et pas te taper 1h30 de vidéo. Ou si tu as envie de m'exploser mon watch time, écoute, regarde 1h30, ça peut être utile. Moi je te dis à très vite sur Captain Dev. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu vers le haut. C'est le meilleur moyen aujourd'hui d'aider la chaîne, c'est de mettre un petit pouce bleu quand t'as aimé une vidéo. Et le petit pouce gris, bah ouais, vite, en fait, je le vois très bien. Il y en a 2-3 qui me détestent, qui le font. C'est un peu dommage, vous avez pas autre chose, vous avez peut-être autre chose à faire, les gars, mais c'est pas grave. Donc voilà, petit pouce bleu si t'as aimé. Je te dis à très vite sur Captain Dev. Ciao.